Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Europe Midi au 39 21. 34 centimes la minute. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Vous appelez, nous dialoguons ensemble, 39 21. Dans un instant, vos témoignages sur cette étude de l'Institut Curie. Les malades atteints d'un cancer expriment le besoin de beaucoup plus parler avec d'autres patients. Mais d'abord, énormément d'appels. Jean-Michel, pour réagir au dernier rapport de la Cour des comptes, les fonctionnaires coûtent trop cher, c'est ce que dit la Cour des comptes. Et avec nous pour en parler, Bachir, qui nous appelle de Paris. Bonjour Bachir. Bonjour Monsieur Apathy. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes un ancien fonctionnaire. Exactement. On ne va pas rentrer dans les détails de ma situation. Non, mais aujourd'hui, vous avez créé une association SOS Fonctionnaires Victimes parce que, pensez-vous, les critiques contre les fonctionnaires sont trop nombreuses? ce ne sont pas uniquement les critiques, c'est surtout la souffrance au travail de ces fonctionnaires. Ils sont victimes à la fois des conditions de travail, de la gestion humaine, du moins inhumaine au quotidien, et des clichés qui sont véhiculés sur eux. Mais notre association, elle est surtout là en aide pour les victimes fonctionnaires. Pour les fonctionnaires qui font appel à vous et vous leur apportez une forme de soutien moral parce que ce qu'ils vivent est très difficile à vivre. C'est pas uniquement moral, ça va au-delà de soutien moral, c'est accompagnement jusqu'au tribunal administratif, accompagnement dans les démarches de conseil de discipline, c'est-à-dire contester les méthodes employées par l'administration en général, puisque tout à l'heure vous parliez c'est une formule moi qui me choque, mais qui apparemment ne soulève l'indignation des personnes, c'est tailler dans les effectifs. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Avant, on pensait qu'un fonctionnaire était en CDI à vie. Alors qu'on m'explique comment un fonctionnaire, demain, on va mettre un terme à sa carrière. Et je vais vous dire très clairement, il n'y a pas 36 méthodes, il n'y a pas 36 moyens. Aujourd'hui, les appels, ça tourne à 40 par jour pour l'association, ce qui est très grave, en sachant que c'est 3 jours de permanence par semaine. Donc, pour se débarrasser aujourd'hui d'un fonctionnaire, les méthodes employées sont les révocations, c'est-à-dire un licenciement, la mise à l'écart sans solde, c'est-à-dire sans salaire. Vous êtes écarté pendant une durée sans salaire en sachant que le fonctionnaire ne se battra pas forcément pour revenir. Quand on vous sucre 12 mois de salaire, qu'on vous met à l'écart, vous sentez bien que vous n'êtes pas le bienvenu ou le bien revenu. Il y a ça. Donc les méthodes employées, tout à l'heure Madame Lebranchu, ça m'a aussi étonné qu'elle ne réagisse pas, étant donné qu'elle a reçu sur son bureau quasiment le signalement de 400 dossiers, de 400 victimes. 400 fonctionnaires, oui. Et alors ? Fonctionnaires, en tant que fonctionnaire, je parle, en tant que fonctionnaire. Donc, et je rappelle également, une petite parenthèse pour les auditeurs, pour tout le monde, qu'un fonctionnaire, c'est autant un jardinier, qu'une aide-soignante, qu'une assistante maternelle, qu'une assistante sociale, une infirmière, un gardien de prison, un fonctionnaire de police, quoi d'autre, un gardien de cimetière. C'est-à-dire, il faut sortir de cette idée que le fonctionnaire est derrière un bureau, il glande et bénéficie que d'avantages. C'est strictement faux. Pour preuve, cette association, elle a été créée et nous avons été victimes, en gros, c'est malheureux à dire, de son succès. C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas à un tel débordement d'appels. On ne peut plus gérer, nous sommes obligés aujourd'hui de recruter. Mais ce que vous décrivez, Bachir, ce sont des fonctionnaires qui sont en but à leur employeur, l'État, qui les traite mal, et donc vous essayez de leur apporter un soutien, le soutien que vous pouvez avec votre association SOS Fonctionnaires Victimes. Merci Bachir d'avoir appelé Europe 1, nous étions heureux de recueillir votre témoignage. Avec nous depuis Nantes, Victor. Bonjour Victor. Oui, bonjour Jean-Michel. Vous êtes sapeur-pompier ? Oui. Voilà, parce que Bachir le disait à sa façon, mais la fonction publique, c'est évidemment très vaste. On y trouve beaucoup de métiers et beaucoup de services que l'on constate dans la société française. Et pour vous, le rapport aux usagers, en tant que pompier, il doit quand même être bon. On ne doit pas beaucoup vous critiquer, vous. Ah oui, de ce point de vue-là, je ne peux pas dire que j'ai beaucoup de problèmes. Maintenant, il y a le fonctionnement en interne et la pression hiérarchique. Qui est inhérente en fait aux réductions de budget dont on est victime comme tous les secteurs. Maintenant, ce que je voulais dire par rapport à ce fameux bashing des fonctionnaires, effectivement, la Cour des comptes a certainement raison en disant que les fonctionnaires coûtent beaucoup trop d'argent et de plus en plus. Et il y a effectivement des économies à faire. Maintenant, l'analyse, je trouve qu'elle reste très surfacique, dans le sens où on
va pas exactement dire où il faudrait faire les économies, à savoir qu'il y a plusieurs catégories de fonctionnaires, de la catégorie C à laquelle j'appartiens jusqu'à la catégorie A. Normalement, la fonction publique est censée fonctionner sur une structure pyramidale qui consiste à avoir moins d'effectifs en haut de la pyramide et plus d'effectifs en bas, qui sont la caste exécutante. Mais le problème, c'est qu'on est dans une inversion de cette pyramide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez le cliché de la DDE où il y a 5 mecs qui regardent pour un seul qui bosse, et bien là, en fait, on est un petit peu dans ce principe-là. C'est-à-dire que nous avons des gens qui commandent, qui sont effectivement en effectif pléthorique, qui se contredisent les uns les autres, qui font dysfonctionner le système et qui vont commander à une catégorie C qui est en nombre inférieur et sur laquelle on met énormément de pression et qui sont certainement ceux qui coûtent le moins parce que de toute façon ce sont ceux qui sont les moins payés. Trop d'encadrement et pas assez d'exécutants. Mais exactement. Vous, dans votre métier, Victor, vous êtes sapeur-pompier, je le rappelle, vous le ressentez ou pas, ça? Non, ce n'est pas quelque chose que vous vivez. Vous n'avez pas d'ordre contradictoire d'une hiérarchie pléthorique dans votre métier. Non, je parle en fonction vraiment en interne. En général, d'accord. Voilà, c'est quelque chose en général. C'est-à-dire qu'on a des gens plein les bureaux, donc des gens qui ont des missions essentiellement administratives, mais on voit qu'il y a une espèce de surmultiplication de ces missions administratives au détriment des missions opérationnelles. Et c'est le public qui a le plus besoin de ces missions opérationnelles. Et on se rend compte que les gens qui votent les budgets, qui décident des budgets, quand un élu dit ça coûte trop d'argent, il va s'adresser à la hiérarchie supérieure. La hiérarchie, tout en haut, elle va dire oui, effectivement, nous allons faire des coupes, mais ils ne vont pas couper dans leurs primes, hein, ils ne vont pas couper dans leurs avantages, ils vont couper dans les effectifs de la catégorie C. Donc Victor, vous êtes vous-même fonctionnaire et vous comprenez visiblement les critiques que l'on fait parfois à la fonction publique. On pourrait faire aussi bien en faisant en sorte que ça coûte moins cher, puisque vous le dites, il y a beaucoup trop de gens dans les bureaux pour commander ceux qui sont sur le terrain. Merci Victor d'avoir appelé Europe 1. Alexandre, bonjour. Oui, bonjour monsieur Apathy, bonjour à toute l'équipe. Vous aussi, vous êtes fonctionnaire, vous travaillez dans la culture. Voilà. Alors comment vous vivez toutes les critiques qui sont faites à la fonction publique, Alexandre? Malheureusement, moi je recommanderais plutôt à la Cour des comptes de faire un jour une critique constructive. Parce que la méthode dont ils procèdent, bien sûr, qui sont légales, la méthode légale, hein, mais il faudra qu'un jour qu'ils fassent une critique constructive. Je vais m'expliquer. Si on continue à travers ces argumentations qu'ils soulèvent tous les temps, je pense qu'un jour, là je vais être dur, ils risquent de rendre la société schizophrénique, excusez-moi du terme, schizophrénique. Schizophrénique, vous voulez dire? Oui, voilà. Voilà, d'accord. C'est un mot qui n'est pas facile à dire, j'en conviens. Tout à fait, voilà. Mais en quoi? Un jour de rendre, voilà. En quoi? Parce qu'en cherchant toujours à opposer soi-disant les nantis, donc les fonctionnaires, qui seraient des fainéants qui ne travaillaient pas beaucoup, et par rapport aux salariés du privé. Vous ne vous vivez pas, vous, Alexandre, comme un nanti. Vous savez, on dit souvent que les fonctionnaires sont nantis pour cette unique raison. Vous avez, dit-on, un emploi à vie. C'est ce qu'on suggère et quelquefois vous avez la chance de ne pas connaître le risque du chômage. Mais vous ne vivez pas votre situation comme celle d'un nanti. Écoutez, monsieur Apathy, vous avez raison ce que vous dites. Mais malheureusement, ce n'est pas les fonctionnaires qui votent la loi. Ce sont des lois qui sont votées depuis que l'État français est républicain. Voilà quoi. Ce sont des conditions, je veux dire, un fonctionnaire n'est pas embauché, qu'on ne le trouve pas dans la rue comme ça. Il y a des conditions à remplir, hein. Donc, je ne vais pas les citer. Et tout fonctionnaire s'y retrouvera. Ce n'est pas, je veux dire, c'est pas du donnant-donnant. Donc, ce sont des efforts qu'on fait. Et aujourd'hui, on voit bien dans nos villes, dans nos villages, quand il n'y a pas un service public tenu par l'État, on voit bien que les villages finissent par perdre l'arme du côté fonctionnel, je veux dire quoi. Je comprends. Merci Alexandre d'avoir appelé Europe 1 et vous souhaitez, vous l'avez dit clairement, on l'a compris, que la Cour des comptes modifie son discours sur les fonctionnaires. Maxime. Oui, beaucoup de messages également sur Twitter avec le hashtag #1midi et sur europe1.fr. Message de Mathilde de Bourg-de-Péage. Elle ne comprend pas visiblement les critiques de la Cour des comptes, notamment sur les salaires, les traitements des fonctionnaires. Elle dit: bonjour, je suis infirmière depuis 14 ans, je gagne 1 700 € par mois net et je travaille un week-end sur 2. C'est aussi un peu, je crois, le sens du témoignage d'Éric qui nous appelle de Caisse-Castel, en Alsace. Bonjour Éric. Bonjour monsieur Apathy. Nous sommes heureux de vous accueillir sur Europe 1. Vous êtes fonctionnaire?
Oui, je suis fonctionnaire d'État. Fonctionnaire d'État, donc on oppose à la fonction publique territoriale. On critique beaucoup les fonctionnaires en général. Comment vous ressentez ces critiques, Eric ? Je les prends plus ou moins mal parce que d'habitude, les médias, quand vous en parlez des fonctionnaires, on prend toujours l'impression qu'on parle de nous, les fonctionnaires d'État. Il y a 3 sortes de fonctionnaires, les fonctionnaires d'État, les fonctionnaires territoriaux ainsi que les fonctionnaires hospitaliers. Les fonctionnaires les plus touchés actuellement sont ceux du milieu hospitalier. On supprime des postes, en veux-tu, en voilà. Les fonctionnaires d'État, on n'en remplace pas 1 sur 2. Alors qu'à l'heure actuelle, il y a les régions, les départements, les arrondissements, les cantons, les communautés de communes, les communes. On en embauche trop dans les communes, dans les collectivités territoriales. On en embauche trop. Et puis, il y en a certains qui font double emploi, voire triple emploi. Dans le sens où, pour une demande de subvention, la communauté de communes a envoyé un courrier pour une subvention. La commune va envoyer un même courrier pour la même subvention. Chacun a son secrétaire, chacun a son employé de bureau, etc., etc. Demain, on parle de fusion des régions. Je suis prêt à parier que demain, on créera de nouveaux postes. Donc pour vous, Eric, le problème de la fonction publique, c'est le problème que posent les collectivités territoriales. On embauche trop de fonctionnaires dans les régions, les départements et les communes. C'est ça. Et il serait temps que l'État mette un petit peu son nez là-dedans pour qu'on régule un petit peu ces embauches, quoi. Parce que la plupart du temps, quand on supprime des emplois, c'est dans les fonctionnaires d'État et dans les fonctionnaires hospitaliers, et on n'entend pas grand-chose concernant les fonctionnaires territoriaux. Pas pouvoir faire la discrimination, certes, mais voilà, à un moment donné, il faut arrêter une embauche à tout va, quoi. Voilà, c'est toujours intéressant de voir que des fonctionnaires peuvent critiquer des fonctionnaires. En tout cas, le sujet vous a passionné. Il y avait beaucoup d'appels sur le sujet au 39 21 et nous poursuivons le dialogue sur l'antenne d'Europe 1. Nous allons maintenant parler du cancer. À tout de suite. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Europe Midi au 39 21. 34 centimes la minute. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Nous poursuivons ce dialogue avec vous au 39 21 avec vos témoignages ce midi sur cette étude de l'Institut Curie, étude sur l'isolement, sur la solitude des malades atteints d'un cancer, Jean-Michel. Bonjour Valérie. Bonjour. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Merci. Vous nous appelez d'Albigny-sur-Saône dans le Rhône. Oui. Je vais dire votre âge, vous avez 45 ans, vous êtes atteinte d'un cancer. Oui, c'est ça. De quel cancer s'agit-il ? Un cancer du vagin, qui est un cancer assez rare. La tumeur est sur le vagin. Et il est difficile d'en parler, difficile de partager cette douleur, ces difficultés avec d'autres personnes, et c'est ce que vous souhaiteriez pourtant faire ? Alors, moi, non, justement, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que j'arrive à en parler assez ouvertement. J'ai appris ça un peu brutalement au mois de mai. Et voilà, j'en ai quand même. J'ai réussi à en parler assez facilement à mes proches, même au niveau du travail. Donc, j'ai pas rencontré cette difficulté comme certains qui ont du mal à en parler, qui ont l'impression d'être jugés aussi, parce que c'est vrai. En revanche, quand on en parle, on a vite l'impression que le cancer fait très peur. On dit pas forcément la contagion, mais ça fait quand même ça fait peur parce que tout ce qui va derrière, la chimio, la radiothérapie, la chute des cheveux, etc. Donc je pense que c'est... Qu'est-ce que vous cherchez en parlant de ce cancer, en évoquant cela auprès de vos proches ou des gens avec qui vous travaillez ? Quelle est votre recherche quand vous en parlez ? C'est un peu pour, entre guillemets, parce que j'allais dire un peu pour le banaliser. C'est-à-dire, voilà, c'est une maladie comme une autre. C'est une maladie qui se soigne, pour certains, qui se soigne bien, voire très bien, où il y a des bons taux de réussite. Je pense aussi, même si ce n'est pas prouvé, que plus vous êtes dans le positif et bien entouré, mieux quand même vous supportez aussi la maladie et puis les traitements qui vont avec. Est-ce que vous avez cherché aussi à entrer en contact avec des personnes qui avaient le même type de cancer que vous ? Alors non, d'abord ça m'a été entre guillemets déconseillé d'aller voir un peu sur Internet tout ce qu'on pouvait dire, notamment dans les forums, parce que chaque cas est chaque cas est exceptionnel, donc on les traite pas de la même façon. Chaque personne va avoir son traitement, va réagir différemment. Donc j'ai discuté avec d'autres personnes atteintes de cancers différents, mais pas du mien, même que le mien. D'accord. Merci Valérie d'avoir appelé Europe 1 et de nous avoir livré votre témoignage. Sonia est avec nous. Bonjour Sonia. Oui,
Oui, bonjour. Est-ce que vous partagez, donc vous aussi vous êtes atteinte d'un cancer? Oui, cancer bilatéral du sein, oui. Cancer du sein. Et est-ce que vous partagez ce que révèle cette étude Curie? Les malades du cancer ne trouvent pas ou trouvent difficilement des personnes avec lesquelles en parler et elles aimeraient en parler beaucoup. Est-ce que c'est votre état d'esprit, Sonia? Alors, moi déjà, c'est un peu particulier. Je suis comédienne, donc quand j'ai appris que j'ai été atteinte d'un cancer du sein, j'ai voulu en parler à travers un spectacle déjà. Et puis, je me suis rapprochée d'un réseau qui s'appelle Mon Réseau Cancer du Sein, que j'ai découvert un peu par hasard. Et pour le coup, c'est un réseau où on peut échanger entre patientes, voilà, se remonter le moral, voilà, se donner nos tuyaux entre guillemets. Donc voilà. C'est important de partager cette expérience. Important de parler de ce que l'on vit quand on est atteint d'un cancer. Oui, moi, ça c'est mon point de vue. Au début, c'était très difficile, mais au fur et à mesure, oui, je trouve que en ce qui me concerne, c'est important pour se remonter le moral, pour partager les expériences aussi, parce qu'à travers la maladie, on se découvre aussi, on découvre des ressources qu'on ne pensait pas avoir, et voilà, il y a aussi des choses à découvrir à travers la maladie. Vous disiez, Sonia, au début, c'est difficile d'en parler, c'est ce que vous vouliez dire? C'est difficile de dire aux autres, j'ai un cancer? Oui, sur le coup, c'est un choc. Encore une fois, bon, moi, de par mon métier, je voulais pas que ça se sache, donc c'est un peu compliqué parce que l'image de la femme aussi, une femme sans sein avec une ablation, une femme sans cheveux, enfin, vous voyez, est-ce que c'est encore une femme? Comment est-ce qu'on appréhende sa propre féminité quand on est, quand les objets, pas les objets, mais les attributs, je dirais, de séduction sont mis à mal. Voilà, alors moi après, bon, une fois ça passé, j'ai écrit autour de ça pour partager une expérience de résilience aussi. Et puis interroger la féminité pendant la maladie du cancer. C'est vraiment de ça dont j'ai envie de parler avec ce cancer. Vous aviez peur ou vous aviez des difficultés à en parler? Quel accueil est fait à quelqu'un qui dit à quelqu'un d'autre j'ai un cancer? Comment a-t-on accueilli quand vous l'avez dit quand je l'ai dit plusieurs mois après à certaines personnes, ça a été voilà, ça a été la réaction parce que ça renvoie à sa propre mort. Ça, c'est cancer, on pense souvent mort. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. C'est est-ce que mon enfant est-ce que je vais voir grandir mon enfant? Enfin voilà, c'est toutes ces questions-là. Donc, ça renvoie aussi aux autres qu'on risque sa peau, quoi. Et voilà. Merci d'avoir apporté votre témoignage sur Europe 1, Sonia. Et maintenant avec nous Alain. Bonjour Alain. Bonjour. Alors vous êtes oncologue, c'est-à-dire que vous soignez des cancers, vous êtes médecin. Oui. Vous êtes confronté à cette maladie que connaissent beaucoup de Français. C'est important bien sûr d'assumer le fait d'avoir un cancer, donc de le dire aux autres. Ça aide les malades d'en parler. Pour nous, la grande difficulté, c'est d'annoncer la maladie, oui. D'annoncer le diagnostic, tout en rassurant le patient. Et on sait que c'est difficile pour le patient d'entendre un certain nombre de choses. Si vous faites l'état d'une expérience personnelle, il se trouve que je suis membre d'un jury littéraire qui s'appelle Parole de patient. Et en lisant ces livres, pratiquement à chaque fois, les patients racontent qu'au cours de leur parcours, ils ont eu un médecin ou un soignant qui leur a mal parlé, qui leur a annoncé les choses de façon très maladroite, trop abrupte. Et en fait, ça constitue pour le patient une cicatrice indélébile dont il ne se démettra jamais. Et donc, ça montre bien le rôle absolument fondamental qu'ont les médecins et les soignants en général à annoncer la maladie avec les mots qu'il faut et la façon qu'il faut. On vous forme à cela ou bien chaque médecin se débrouille dans son coin? C'est ça le problème, c'est que chaque médecin se débrouille dans son coin. Ce qui fait que, nous, par exemple, à l'Institut Curie, on a fait des groupes de parole de médecins pour parler entre nous des expériences positives ou négatives, parce qu'il nous est tous arrivé de mal dire les choses. Et donc, pour nous, c'est très important, aussi important de faire un bon diagnostic, c'est très important de bien parler aux patients, de bien leur expliquer, et en gros, qu'ils sortent de la salle de consultation plus rassurés,
même si on annonce des mauvaises nouvelles, que lorsqu'ils sont entrés. Mais il n'y a pas de formation encore aujourd'hui auprès des médecins pour leur dire, voilà, quand vous êtes face à cette situation, voilà ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Il n'y a pas de formation donnée aux médecins, aux cancérologues comme vous, Alain. Si, il y a des formations, il y a quelques heures de formation dans les universités avec des jeux de rôle, mais en gros, vous faites 12 ans d'études, 12 ans de formation sur le plan technique et quelques heures de formation à la parole, à l'explication, et donc on apprend souvent sur le tas, au fur et à mesure, et puis on apprend aussi auprès de nos aînés, et on regarde comment ils font, à la fois la façon dont... Et ce qui nous marque, c'est à la fois la façon dont, quand ils s'y prennent bien, en gros, ça nous sert de modèle. Merci Alain d'avoir appelé Europe 1 pour apporter votre témoignage de professionnel, de médecin cancérologue. Et maintenant, je vais accueillir Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Monsieur Apathy. Nous restons dans le domaine médical, mais vous, ce qui vous est arrivé dans votre vie, c'est que vous avez consommé du Mediator. Tout à fait. Et donc nous revenons là au laboratoire Servier que nous avons traité dans le journal cette actualité. Tout à fait. Et cette consommation du Mediator vous a rendu malade. Voilà, donc effectivement, je m'appelle Caroline, je suis maman de 3 enfants et l'on m'a prescrit du Mediator pour maigrir de façon très régulière entre 1996 et 2009. J'ai été opérée en 2007 à l'âge de 38 ans. Donc relativement jeune, avec un pronostic vital à 6 mois si je ne me faisais pas opérer. Et malgré cette opération, je reste aujourd'hui reconnue comme personne handicapée, avec beaucoup de soucis de santé, des choses de la vie que je ne peux plus faire. Voilà. Donc, et vous avez porté plainte et votre procès se déroulera prochainement le 19 novembre à Nanterre. Voilà, pas d'accord possible avec les laboratoires Servier? Vous avez recherché un dialogue et un accord avec le laboratoire? Voilà, nous avons cherché un dialogue. Alors c'est un dialogue de sourds. Le laboratoire Servier est très, je dirais, dans la négation, dans le refus. C'est un combat épuisant. Ça a eu un retentissement énorme dans ma vie pour mes enfants qui étaient jeunes à l'époque, qui sont encore beaucoup impactés par ce qui m'arrive. Et on est en face d'un laboratoire Servier qui est de très mauvaise foi, qui refuse d'indemniser les gros dossiers comme le mien. Et c'est vrai que c'est épuisant. J'espère que le 19 novembre sera la porte qui pourra faire que je pourrai refermer ce chapitre. Voilà. Nous comprenons qu'ajouter à votre maladie la douleur et la violence d'une absence d'accord pour le laboratoire Servier, c'est effectivement assez choquant. Et nous suivrons bien entendu le procès qui se déroulera le 19 novembre à Nanterre. Merci d'avoir appelé Europe 1 et nous nous retrouverons demain pour d'autres témoignages à 13h10.